Il est 22h à Conakry. Bonsoir à tous. Bienvenue à ce journal. C'est parti pour le sommaire. Crise post-électorale, la mission conjointe CEDEAO, Union africaine et les Nations unies a bouclé sa mission de médiation en Guinée au terme de 2 jours de prise de contact avec les parties prenantes au processus électoral. Que retenir de cette mission? Quelles sont les avancées enregistrées sur le terrain? Élément de réponse dès le début de ce journal. Le secteur du transport interurbain reste toujours paralysé après plusieurs jours de violence post-électorale. Dans les gares routières de Conakry, les conducteurs peinent à trouver des passagers pour l'intérieur du pays. Certains immobilisent leurs véhicules par peur d'être victimes de violences. Reportage assure avec Bernard Koundounou. Enfin, présidentielle ivoirienne, jour J-3. Le climat est tendu avant le scrutin. Certains Ivoiriens sont inquiets, mais la plupart sont engagés pour voter, peu importe les risques. C'est le grand format de ce journal. Il sera signé de notre envoyé spécial, Antoine Kourouma. Voilà pour le sommaire de ce journal. Soyez les bienvenus. La mission conjointe CEDEAO, Union africaine et les Nations unies a bouclé sa mission de médiation en Guinée à travers une déclaration. La visite de la mission intervient dans un contexte de crise post-électorale au terme de 2 jours de prise de contact avec les parties prenantes au processus électoral. Quels enseignements en tirer? Quelles sont les avancées enregistrées sur le terrain? Élément de réponse dans ce commentaire signé Djibril Ba. D'abord, ce qu'il faut retenir au lendemain de la déclaration de la mission conjointe de la CEDEAO, l'UA et l'ONU, le calme et l'apaisement reviennent petit à petit par endroits dans la capitale. Le secteur informel se remet à peine d'une situation langoureuse. Ce climat peut s'expliquer à la suite des recommandations de la mission qui concerne la levée des dispositifs sécuritaires chez le domicile du principal opposant d'Alpha Condé. Ce qui est fait, c'est un soulagement, expliquent certains cadres de l'UFDG. Il faut le rappeler que c'est le 19 octobre que les forces de défense et de sécurité ont bloqué tous les accès menant à la résidence de Cellou Dalein Diallo. L'autre acquis de ces recommandations, Conakry ces dernières heures, n'a pas renoué avec la violence car la mission conjointe de la CEDEAO, l'UA et l'ONU a appelé l'armée à la retenue. La même mission exhorte les autorités à mener des enquêtes après les violences post-électorales qui ont enregistré des pertes en vies humaines, la destruction des biens publics et privés. Ce n'est pas seulement aux actes de violence que la communauté internationale s'est limitée. L'usage des voies légales pour le contentieux électoral est indispensable, a-t-elle recommandé. Pour cela, elle encourage tout candidat ayant un différent résultat de la présidentielle du 18 octobre dernier à les utiliser. Le dialogue est un échafaudage nécessaire pour renforcer la confiance. Pour cela, la France s'est mise dans la même logique et favorise un cadre d'échange inclusif. Toutefois, elle partage avec l'Union européenne des interrogations sur la crédibilité des résultats qui devront être levés de façon transparente. La France souligne également l'urgence de garantir la liberté de mouvement et d'expression de l'ensemble des acteurs politiques et l'importance de permettre l'accès sans entrave aux moyens de communication. Et justement, les forces de l'ordre ont levé le camp devant le domicile privé de Cellou Dalein Diallo. 10 jours après le confinement, le président de l'UFDG a pris la parole pour remercier ses compatriotes qui lui ont apporté leur soutien. Par ailleurs, le candidat de l'ANAD revendique toujours sa victoire et se considère président élu du scrutin du 18 octobre dernier. Mamoudou Boulere Diallo, reportage. Le président de l'UFDG campe sur sa position. Le déconfinement de son domicile n'a jamais été une revendication. Ma revendication, c'est la reconnaissance de ma victoire. Et à cet égard, je le dis haut et fort, il n'y a pas de compromis possible. Le candidat de l'ANAD dit avoir transmis de preuves tangibles de sa victoire lors de la présidentielle du 18 octobre dernier à la mission conjointe de la communauté internationale. Mais Cellou Dalein Diallo accuse également ces organisations internationales, notamment la CEDEAO, d'avoir tourné le dos à la Guinée pendant qu'elle avait besoin d'aide. Lorsque il y a une crise, lorsqu'il y a eu tant de morts, de fosses communes à Zérékoré, plus de 30 Guinéens ensevelis nuitamment pour dissimuler les traces de ces morts-là. On ne les a pas vus. Ils ont abandonné les Guinéens dans les mains du tyran.
Il a tout de même remercié certaines organisations internationales qui ont pris position en faveur de l'alternance, en citant nommément l'Union européenne. Il est aussi revenu sur l'arrêt pris par la Cour constitutionnelle le 16 octobre dernier, intimant la CENI de donner une copie lisible du procès verbal à chaque candidat du scrutin présidentiel. Nous, on a reçu cet arrêt seulement le lendemain des élections. Alors, si cet arrêt est valable, en ce moment, il faut revoir les élections. Parce que la loi n'a pas été respectée. C'est la loi qui prévoit que chaque candidat doit savoir qu'est-ce qui est sorti de chaque bureau de vote. Le président de l'UFDG dénonce l'occupation de son siège et de son bureau par les FDS. Il a présenté ses condoléances aux familles éplorées depuis le début de ces violences en Guinée avant d'annoncer une plainte pour séquestration. C'est dans ce contexte que le Conseil chrétien de Guinée se dit inquiet de la situation sociopolitique du pays. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi, l'archevêché de Conakry déplore les violences post-électorales qui ont occasionné des cas de mort et de vandalisme. Le Conseil appelle le gouvernement à restaurer l'ordre public et la population à la retenue. Le compte-rendu de cette rencontre est signé Alseni Tamoura, Aboubakar Keke Bangoura. Les pertes en vies humaines et les destructions des biens privés et publics au lendemain du scrutin du 18 octobre dernier préoccupent le Conseil chrétien de Guinée. Dans sa déclaration, il s'incline devant la mémoire des victimes. Le Conseil chrétien de Guinée, profondément éprouvé par la situation dramatique que vit notre peuple, s'incline pieusement devant la mémoire des victimes tombées au lendemain de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Et implore la miséricorde et la clémence de Dieu Tout-Puissant pour accueillir ces âmes dans ses félicités. Dans la déclaration du Conseil chrétien de Guinée, il demande aux autorités de prendre leurs responsabilités. Le Conseil chrétien de Guinée, soucieux de la préservation de la paix, invite humblement le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour restaurer l'ordre et la paix sur toute l'étendue du territoire national et permettre aux citoyens de reprendre le cours normal de la vie. Plus loin, il interpelle la justice à jouer son rôle et les populations à la retenue pour préserver la quiétude sociale. Le Conseil chrétien de Guinée lance un vibrant appel aux braves et paisibles populations pour une union sacrée pour sauvegarder la Guinée. Elle est une et indivisible. Le Conseil chrétien de Guinée appelle les fils et filles de Guinée à privilégier le bon vivre ensemble et à cultiver la tolérance. Le Conseil rappelle aux Guinéens que Dieu nous a donné cette terre avec toutes ses richesses en vue d'en faire un havre de paix, une mission impossible sans l'unité nationale. Et puis le calme revient peu à peu à quelques endroits de la capitale guinéenne. Les citoyens rencontrés par nos reporters demandent aux acteurs sociopolitiques de revenir autour de la table de négociation pour que cette atmosphère de paix continue. André Moussi Milimono, Abdoulaye Kamara. La capitale guinéenne renoue avec ses habituels embouteillages, comme pour dire que la circulation reprend de plus belle. Au grand rond-point de Matoto, les citoyens se bousculent dans le marché. Chacun va à ses occupations. Ils souhaitent que ce élan continue. Les gens commencent à sortir, le calme revient. Nous demandons au gouvernement de poser des actes allant dans le sens de la paix. Je demande aux acteurs politiques de sensibiliser leurs militants afin de préserver la paix. Même constat à Anta, en passant par Sangoya et Kisoso. Cette dame demande aux politiques de s'entendre afin que les Guinéens vivent dans la paix et la quiétude. Pendant ces moments de tension, on était cachés dans nos maisons. On ne pouvait pas sortir pour chercher à manger pour nos enfants. Je pense que Alpha et Celo doivent céder le pouvoir à un jeune pour qu'il y ait la paix dans le pays.
La crise post-électorale a fait sombrer les populations guinéennes dans la peur et la psychose. Ces citoyens vivent au quotidien. Malgré ce retour à la normale, ils craignent de nouvelles tensions qui les contraindraient à rester chez eux. On poursuit ce journal avec cet élément annoncé au sommaire. Le secteur du transport interurbain reste toujours paralysé par endroits après donc les violences post-électorales dans les gares routières de Conakry. Les conducteurs peinent à trouver des passagers pour l'intérieur du pays. Certains immobilisent leurs véhicules par peur d'être victimes de violences. Bernard Koundouno et Ibrahima Souma ont fait un tour dans certaines gares routières de la capitale. Suivez leur constat. Après une dizaine de jours de violence post-électorale, le transport interurbain reste toujours paralysé en Guinée. Dans les gares routières de Conakry, les activités reprennent peu à peu, même si les conducteurs sont conscients de l'insécurité qu'ils traversent pendant cette période de crise. Les véhicules sont là, mais il n'y a pas de passagers. Les gens ont peur de voyager en cette période-là. Souleymane Diallo est conducteur de taxi sur le tronçon Conakry-Kamsar. Après plusieurs jours bloqués chez lui à cause des violences, il sort pour la première fois pour, selon lui, chercher de quoi vivre pour sa famille. De 6 heures jusqu'aux environs de midi, heure de notre constat, il n'a pu trouver aucun passager en destination de Kamsar. Tous les magasins sont fermés, il n'y a pas de passagers. Nous, on est là, on attend, mais ça ne bouge pas. Tous les magasins sont fermés. À la gare routière de Matam, plusieurs bus sont immobilisés depuis le début de ces violences. Par peur, ces conducteurs préfèrent garer leurs bus. On a appris que la route était bloquée à Mamou, Tamagale, Linsa. Parce qu'on a des vendeuses de riz à Linsa là-bas. On les a appelés ici, on peut voyager. Il nous a dit que la route est bloquée. S'ils ne travaillent pas, leur quotidien devient difficile, explique ce chauffeur. Ça fait souffrance pour nous, parce qu'on a des apprentis ici, il faut chaque jour ils vont manger. Depuis le début des violences, les conducteurs des gros porteurs disent avoir enregistré plusieurs pertes matérielles et même en vie humaine. Par peur et aussi la fermeture des magasins, leur activité reste jusque-là paralysée. Présentement, le travail n'est pas repris d'abord, mais toute déclaration que nous allons faire, après avoir fini de faire la statistique, tout ce qui est déjà perdu, le matériel et les humains, en ce moment, on va faire une autre déclaration. La fermeture des frontières par les autorités avant la présidentielle impacte négativement leur activité. Le vice-président de l'Union plaide pour le retour à la normale. Nous nous demandons, part et d'autre, tout le monde d'accepter que nous partons dans la paix et tout ce que nous faisons dans la paix. Puisque nous, les transporteurs, notre bien, ce n'est pas une arme qu'on peut plier pour mettre dans un magasin ou dans une maison. Le syndicat de l'Union des transporteurs routiers de Guinée dit être en train de comptabiliser toutes les pertes enregistrées pendant cette crise post-électorale. Autre conséquence de la crise post-électorale, le siège de la Croix-Rouge guinéenne, situé au quartier Kobaya, dans la commune de Ratoma, a été la cible des jeunes manifestants le 21 octobre dernier. Plusieurs dégâts ont été enregistrés. Malik Sandiana Kamara, Mohamed Aloussen Kamara, constat. Au cœur du quartier Kobaya se trouve le siège de la Croix-Rouge de Guinée. Cette institution qui œuvre dans l'humanitaire a été attaquée par des jeunes manifestants. Toute la scène s'est déroulée en présence du gardien des lieux. J'étais ici quand j'ai reçu les jeunes manifestants avec leurs amis qui étaient blessés par balle. Ils m'ont demandé de le transporter à l'hôpital, sinon qu'ils vont saccager nos locaux. Je leur ai dit que nous n'avons pas de chauffeur. C'est ainsi, l'un des jeunes a jeté la pierre sur la cour. Mon petit frère les a aidés à transporter le patient, mais d'autres se sont retournés pour venir s'attaquer à nos locaux pour faire ce dégât. Le bilan est énorme, difficile pour le président de cette institution de fournir des chiffres exacts de la perte enregistrée. Dans la cour, des véhicules et des ambulances caillassées sont toujours immobilisés. Des motos qui étaient garées dans ce parking ont été emportées par des manifestants et d'autres ont été incendiées. Le conteneur où étaient stockés des matériels de travail
a aussi été défoncé. Donc pour le moment, ça c'est le bilan provisoire, ce n'est que le bilan provisoire. Et certainement après, en ce moment-ci, nous allons faire un inventaire physique, de voir réellement, pouvoir donner maintenant le bilan réel à nos partenaires et également au gouvernement guinéen. C'est la première fois dans la sous-région, je peux dire maintenant du monde entier, qu'on s'attaque les sièges d'une institution comme la Croix-Rouge déjà qui est là au service de la population. Dans son plan d'intervention, la Croix-Rouge établit un protocole. Cette stratégie devrait être connue et acceptée par la population. S'ils souhaiteraient effectivement que la Croix-Rouge joue son rôle pertinemment et réellement sur le terrain, il faudrait qu'ensemble, on s'accepte et qu'on s'accepte aussi et qu'ils acceptent aussi de nos protocoles, qu'ils adhèrent à notre mission, qu'ils adhèrent aussi à nos protocoles, parce qu'on a nos principes maintenant. À la suite de cet incident malheureux, le président de la Croix-Rouge invite les autorités administratives et politiques à sensibiliser l'opinion nationale afin de faciliter le travail des volontaires. Le ministère du Commerce a fait une visite ce mercredi au port autonome de Conakry. L'objectif, constater la disponibilité des stocks de riz dans les magasins. Et cette visite fait suite à une perturbation d'approvisionnement et la distribution des denrées alimentaires pour cause de l'instabilité politique. Reportage Rosaline Gotomonemou, Djibril Kabak Kamara. Le riz est l'une des denrées de première nécessité les plus consommées en Guinée. En cette période de crise post-électorale, son prix a connu une légère augmentation, une situation qui préoccupe les vendeurs et consommateurs. Je suis venu juste contrôler mon magasin. Le reste que j'ai pu avoir, je suis en train de vendre ça à 330. Avant, ça s'est négocié même à 305 000, 310 000. Cette augmentation de prix est due à la rareté. Parce que vraiment, il y a aussi que les magasins sont fermés. Face au cri de cœur de la population, le ministère du Commerce trouve que cette pénurie est une crise conjoncturelle liée aux conditions de sécurité. C'est pourquoi il s'est mis à pied d'œuvre pour se rassurer des stocks de riz disponibles dans les magasins. Il était question pour nous de venir sur le terrain constater la disponibilité des stocks, en particulier en riz et en denrées de première nécessité, pour dire que nous ne sommes pas en situation de pénurie. C'est une perturbation du circuit de distribution due au climat qui a prévalu après les élections. Il y a eu une certaine insécurité. Les gens ont eu peur d'embarquer et d'assurer les approvisionnements comme ça se faisait normalement en temps normal. Le département du commerce rassure la population de la disponibilité de près de 101 000 tonnes de riz. Un stock qui pourrait ravitailler la population durant 3 à 5 mois. Ici où nous sommes, c'est l'un des principaux importateurs de riz. Nous avons ici 27 000 tonnes qui sont disponibles et deux navires et 2 opérateurs de 39 000 tonnes et de 25 000 tonnes sont actuellement en débarquement. Et au-delà de ça, ce qu'on peut vous assurer, c'est que l'un d'eux nous a assuré que nous avons des quantités disponibles pour jusqu'au mois de mars et début de février-mars. Il reste à savoir si cette annonce du ministère du Commerce va alléger le panier de la ménagère. À l'image de la Guinée, les Ivoiriens sont appelés aux urnes le 31 octobre pour élire un nouveau président de la République. Mais à 3 jours du scrutin, le climat est tendu dans plusieurs villes du pays. Certains Ivoiriens sont inquiets, mais la plupart sont engagés pour voter. Peu importe les risques, comme vous allez le constater, dans cet élément de reportage grand format signé de notre envoyé spécial Antoine Kourouma. La commune d'Abobo, fief traditionnel du RDR, devenu RHDP, fait sa toilette ce mercredi matin avant le meeting géant du jeudi. Les citoyens sont confiants, ils invitent leurs compatriotes à accomplir leur devoir civique dans la paix le samedi. Moi, j'invite tout le monde de venir voter, il n'y aura rien. Il y aura vote sincèrement. Il faut que les gens viennent absolument pour voter, parce que c'est ça qu'on attend. On doit voter et il faut avoir la paix. On cherche la paix, rien d'autre que la paix, parce que c'est Dieu qui établit. Ce que Dieu veut, c'est ce que l'homme veut. Donc nous soutenons le président Alassane, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas la haine, il n'est pas venu au pouvoir pour se venger de quelqu'un. Tous ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui, ils veulent le pouvoir pour se venger. Voilà pourquoi nous soutenons le président
Alassane Ouattara. Officiellement, la campagne électorale prend fin ce jeudi à 0h et vous le constatez, le candidat Alassane Ouattara du RHDP tient son dernier meeting ce jeudi même ici à Abobo. En arrière-plan, vous le voyez, c'est l'installation du podium où va se tenir la campagne, la dernière du candidat Alassane Ouattara. Et apparemment, la circulation ici à Abobo sera paralysée, bloquée, parce que c'est en plein rond-point que le podium est installé. Et demain, le candidat sera présent ici pour haranguer les foules. On a tenu aussi à écouter quelques hommes de Dieu qui ont un message à l'endroit des Ivoiriens qui prônent la paix. La seule personne que nous votons, c'est Jésus. Amen. Et écoutez ma foi, la seule personne que Christ va choisir, d'accord, c'est une autorité. D'accord, nous prions pour cette autorité-là. Dans un pays où Dieu nous met, nous devons d'abord rechercher le bien-être de ce pays, non seulement dans la prière, donc sur le plan spirituel, mais aussi physiquement. Aller dans les urnes, ce n'est pas un problème. Je peux y être, mais ce sera un devoir secret. À l'opposé d'Abobo se trouve la commune de Yopougon, la plus grande du pays. Les populations se préparent également à aller voter malgré les risques qu'ils peuvent encourir. Je vais bien voter, mais par la grâce de Dieu, tout va bien se passer. Donc je voulais dire à mes frères et sœurs, nous qu'à prier pour ne pas que ce qui s'est passé les années passées, je ne voulais pas que ça se répète. Mais je vais voter comme tout citoyen honnête et intelligent. Voilà, on ira tous voter si on nous le permet. Nous sommes au quartier Yopougon-Sikoji, autre quartier peuplé d'Abidjan. Ici également, les citoyens ont des avis divergents sur l'élection présidentielle. Et la plupart pensent qu'il faut aller voter. D'autres, par contre, pensent qu'il n'y aura pas d'élection. Le constat est qu'une inquiétude règne dans la cité. L'état d'esprit, vraiment, n'est pas parfait. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vu la violence qui s'installe dans le pays, il y a une psychose qui s'installe. Donc on ne sait pas si le jour du vote même, on pourra se rendre dans les différents bureaux de vote ou pas. On ne sait pas pour le moment. D'abord, nous sommes dans un état de peur. Parce que les conditions pour une élection apaisée ne sont pas réunies. Et moi, personnellement, je ne vais pas voter. Moi, je souhaiterais vraiment qu'il y ait des élections dans notre pays sans violence, sans haine et sans mépris. Alors, s'il y a la possibilité d'avoir les élections le dimanche, ce serait une bonne chose. S'il n'y en a pas, il faudrait que vraiment il y ait une transition apaisée. Ces jeunes du quartier Sikoji se plaignent du manque d'emploi. Ils passent le clair de leur temps à jouer au ludo. Ces jeunes ne comptent pas voter. Bon, non, on ne me vote pas. C'est celui qui vient là, nous on s'en va, le suit seulement. Mais non, je ne tue pas. Ici, là, c'est la famille. Djoula, Bété, Guéré, Atié, toutes les ethnies, on est ensemble. C'est que surtout dans le stable, il ne faut pas y avoir des banquements, tout le monde va fuir. Actuellement, nous, on est au moins 25 au quartier ici. On ne sait pas, il y a quoi, chacun s'en va, il se lève, matin, prend barrage. Nous, on a peur, mais l'objet est de rester. Cet autre n'ira pas voter. Il ne croit pas en la sincérité du scrutin. Pour lui, sa voix ne sera pas prise en compte. Il a voté en 2010, mon choix n'a pas été respecté. Alors pourquoi voter encore en 2020? La jeunesse est confrontée à plusieurs difficultés, à tous les niveaux. Moi, comme je suis titulaire d'un BTS depuis 2010, j'ai fait ça à Sotra. Malheureusement, le pouvoir en place nous a chassés. Le samedi 31 octobre, cette élection n'aura pas lieu. C'est l'avis de ce militant de l'opposition qui croit dur comme fer que le vote est compromis. De un, il n'a pas respecté la Constitution. De deux, ceux-mêmes qui l'ont mis, il y a des paroles qu'il a parlé, il n'a pas respecté. Avec ces gens-là, nous, on ne peut pas vivre. Il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Il ne faut même pas qu'il va se blaguer. Il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui va se passer? Ok. Nous, on dit Dieu. Le départ de Ouattara, nous, on dit Dieu. Il veut Dieu, il ne veut pas. Monsieur le président est monté sur Calabas. Et Calabas est cassé. Les Ivoiriens retiennent leur souffle à 3 jours de l'élection présidentielle. Personne, à ce jour, ne peut dire avec exactitude ce qui se passera dans la journée du samedi. Une chose est claire, une grande psychose règne à Abidjan. Voilà, c'était donc le reportage grand format consacré à l'élection présidentielle ivoirienne. Toute l'actualité de cette élection est à suivre bien évidemment sur Espace TV avec notre envoyé spécial Antoine Kourma.
On s'intéresse ce soir au cimetière de Bonfils dont la clôture s'est effondrée récemment. Depuis, les tombes sont exposées aux passants contre la volonté des habitants qui veulent reconstruire la clôture. Ils se sont donné les mains pour reconstruire donc cette clôture, mais les moyens sont insuffisants. Al-Gassemi Yaliba, Mohamed Bangoura. À Bonfils, c'est dans ce cimetière que reposent les corps des personnes qui nous ont quittés. Au total, 6 quartiers enterrent leurs morts ici. Voici la clôture qui sépare le cimetière des habitations. Depuis le 1er octobre 2020, une grande partie de la clôture a cédé. Et les tombes se retrouvent exposées aux passants. Une situation que les habitants du quartier déplorent. C'est pourquoi ils ont décidé d'agir et très vite. On a entrepris ces travaux pour protéger les tombes, pour ne pas qu'elles soient exposées aux passants. Ici, c'est la route. Beaucoup de gens passent par là. On n'a pas les moyens pour reconstruire la clôture tombée. Il faut qu'on fasse appel aux bonnes volontés et à la jeunesse du quartier afin de reconstruire la clôture. Les aides extérieures et la contribution volontaire ont permis de commencer les travaux. On a appelé toute la jeunesse des 3 Bonfils de venir, de reconstruire notre cimetière. On a une table ici. Chaque fois les citoyens passent, chacun donne une petite cotisation de sa part. Et ce que j'ai demandé à l'autorité communale aussi, on n'a pas de moyens. S'ils peuvent nous aider financièrement ou matériellement, pourvu qu'on puisse clôturer très bien notre cimetière, ça nous fera plaisir. À peine commencé, le matériel commence à manquer. Nous sommes en manque de granit. Les blocs qui sont là, ça ne peut pas suffire le travail. Vous voyez? Donc on a besoin encore les ciments. Vous voyez? Franchement, nous sommes en manque. Nous demandons les personnes de bonne volonté de venir nous assister. Franchement, nous sommes en manque. Dans les grandes villes, les cimetières sont le plus souvent confrontés à des problèmes d'espace. Une fois remplis, il faut remettre du sable sur les anciennes tombes pour continuer à accueillir de nouveaux corps. Une initiative citoyenne a encouragé. Direction l'intérieur du pays, rien ne va plus entre les éleveurs de Sangaredi et les sociétés minières implantées dans cette sous-préfecture de Boké. Ils reprochent à ces sociétés d'avoir détruit les pâturages, y compris les rivières de la ville, et disent être victimes d'intimidation. Mariam Fodé Kamara, Abdoulaye Kamara. Sangaredi est une sous-préfecture située dans la préfecture de Boké. Une des activités les plus prisées est l'élevage. Ce secteur est fortement menacé à cause de la dégradation de l'environnement. Les sociétés minières principales mises en cause. Les éleveurs sont confrontés à de multiples difficultés comme la disparition des pâturages ou encore le tarissement des rivières d'où viennent s'abreuver les bœufs. On a barré même les lieux où les éleveurs sont et là où les animaux vont partir pour paître. Et tout récemment, dans la semaine passée, c'est des camions de Russal qui ont tué un animal. Cet éleveur dit n'être au courant de l'existence d'aucune convention entre les sociétés minières et ses pairs, qui sont d'ailleurs souvent intimidés, dit-il. Il n'y a pas eu de convention, en tout cas à ma connaissance, moi je n'ai pas vu. Les sociétés minières viennent, parce que moi je pense que les conventions, c'est les codes miniers qui doivent parler de ça. Les sociétés minières viennent pour chercher pour exploiter. Ce n'est pas eux qui vont faire c'est l'État qui doit faire des conventions pour pouvoir protéger les communautés, pour pouvoir assurer le développement de ces secteurs. Mais moi, à ma connaissance, je n'ai jamais vu. Mais quand les camions aujourd'hui, par exemple Russal ou GAC ou n'importe quel camion tue ou bien le chemin de fer, c'est-à-dire les éleveurs sont quelque part intimidés. Parce que pour pouvoir arrêter, il y a des gens qui te disent « Ah, c'est vous qui êtes là, on vous a dit de quitter ». Il dénonce l'indifférence de l'État qu'il accuse d'avoir planifié leur disparition. Nous sommes étonnés aujourd'hui parce qu'on n'a rien, on n'a pas d'aide, l'État reste indifférent. Même si vous portez plainte, ça ne va nulle part. Donc on voit des choses, c'est comme si on a programmé notre disparition. Il y a la plupart des éleveurs aujourd'hui trouvent mieux de quitter.
D'autres sont partis vers la Guinée-Bissau parce qu'on ne peut pas vivre, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas une justice, tu ne peux pas. C'est la fin de ce 22h. Merci de l'attention. Si vous souhaitez revoir ce journal, rendez-vous sur notre site d'information espacetvguinée.info. À toutes et à tous, excellente soirée. Bonsoir.